Le 12 avril 2020, dans un appartement de Bordeaux, une petite fille de 4 ans refusa catégoriquement de prendre son bain. Rien d'inhabituel pour un enfant de cet âge. Sauf que les mots qu'Emma prononça ce soir-là glacèrent le sang de sa mère. « Non, maman, l'eau froide, ça tue, je le sais. Je suis déjà morte comme ça. » Sophie Leroux, la mère d'Emma, crut d'abord à une phrase mal formulée. Les enfants disent parfois des choses étranges. Ils mélangent rêve et réalité, imagination et souvenir. C'est normal, c'est innocent. Mais Emma continua. Quand le grand bateau a coulé, l'eau était noire et tellement froide. J'ai essayé de nager, mais mes vêtements étaient lourds. Ma robe, elle pesait trop lourd. Sophie s'accroupit devant sa fille, le cœur battant. « Quel bateau, ma chérie? De quoi tu parles ?» Emma la regarda avec ses yeux trop graves pour son âge, ses yeux qui semblaient porter un poids invisible. Le bateau qui ne devait jamais couler, celui avec les grandes cheminées. Il y avait de la musique, et puis les gens criaient. Il faisait si froid. Ce soir-là, Sophie nota les paroles de sa fille dans un carnet. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être l'instinct, peut-être une intuition que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Les jours suivants, Emma parla de plus en plus de ce grand bateau, sans que personne ne lui pose de questions, sans contexte. Les souvenirs semblaient remonter par vagues, comme des fragments d'un rêve oublié qui refaisait surface. Il y avait un orchestre, disait-elle en jouant avec ses poupées. Il jouait du violon pendant que le bateau penchait. C'était bizarre, pourquoi il jouait de la musique alors qu'on allait tous mourir? Sophie sentait sa gorge se serrer à chaque phrase. Son mari, Marc, restait sceptique. Elle a dû voir un documentaire quelque part ou entendre une conversation. Les enfants absorbaient tout. Marc, elle a 4 ans. Elle ne regarde que des dessins animés. Et on ne parle jamais du Titanic à la maison. Le Titanic? Sophie réalisa qu'elle venait de nommer le bateau. Mais Emma, elle, ne l'avait jamais appelé par son nom. Elle parlait juste du grand bateau qui ne devait jamais couler. Le lendemain, Sophie fit un test. Elle montra à Emma plusieurs images de bateaux sur son ordinateur. Des paquebots modernes, des voiliers, des navires de guerre. Puis, sans rien dire, elle afficha une photo du Titanic. Emma se figea instantanément. Son visage devint blanc comme un linge. Elle pointa l'écran avec un doigt tremblant. « C'est lui, c'est ce bateau, celui où j'étais. » Sa voix était à peine audible. Sophie vit des larmes couler sur les joues de sa fille. « Emma, tu es sûre? »« Oui, maman, j'étais là, je me souviens. » Les semaines suivantes furent déconcertantes. Emma décrivait des scènes du Titanic avec une précision troublante. Elle parlait de la décoration intérieure, des grands escaliers avec leurs rampes dorées, des lustres en cristal, des tapis épais et rouges. Dans la salle à manger, il y avait des tables blanches avec des nappes brillantes et des serveurs en uniforme noir. Ils servaient de la soupe dans des assiettes en porcelaine. Sophie vérifiait chaque détail. Les grands escaliers du Titanic, les lustres, les tapis rouges, la salle à manger de première classe, tout correspondait. Mais comment une enfant de 4 ans pouvait-elle savoir ces choses? Un soir de mai, Emma fit un cauchemar. Sophie l'entendit hurler depuis le salon et se précipita dans sa chambre. Sa fille était assise dans son lit, trempée de sueur, tremblant de tous ses membres. « L'eau monte dans les couloirs, les gens courent partout. » Sophie la prit dans ses bras, essayant de la calmer. « Chut, mon bébé, ce n'est un cauchemar, tu es en sécurité. » Mais Emma sanglotait de manière incontrôlable. « Je cherchais ma maman, il y avait tellement de monde. Les gens se bousculaient pour monter sur le pont. Un monsieur m'a prise dans ses bras et m'a portée. Il a essayé de me mettre dans un canot, mais il n'y avait plus de place. » Emma leva ses yeux rougis vers sa mère. « Alors on est resté sur le bateau, et il a coulé, et on est tombé dans l'eau noire. » Sophie serra sa fille contre elle, incapable de trouver les mots. Comment réconforter un enfant hanté par une mort qu'elle n'aurait jamais dû connaître? Le lendemain, elle prit un rendez-vous avec le docteur Catherine Moreau, pédopsychiatre réputée à Bordeaux. Lors de la première consultation, la docteure Moreau écouta attentivement l'histoire d'Emma. Elle posa des questions douces, observa la petite fille, nota ses réactions. « Emma, est-ce que tu te souviens de ton nom quand tu étais sur ce bateau ?» Emma réfléchit longuement. « Rose, je crois que je m'appelais Rose, mais je ne suis pas sûre, c'est flou. »« Et tu te souviens de tes parents sur le bateau ? Ma maman portait une grande robe avec beaucoup de tissus et un chapeau avec des plumes. Papa était ailleurs, je ne le voyais pas beaucoup. »
La docteure Moreau continua ses questions, testant la cohérence des souvenirs, cherchant les contradictions. Elle n'en trouva aucune. Après 3 séances, elle convoqua Sophie et Marc dans son bureau. « Je dois vous dire quelque chose de difficile à entendre. Emma ne présente aucun trouble psychologique, aucun trauma identifiable, aucune dissociation pathologique. Son développement est parfaitement normal pour son âge. » « Alors, qu'est-ce que c'est ?» demanda Marc, frustré. « Je ne sais pas, mais les détails qu'Emma donne sur le Titanic, j'ai vérifié, ils sont historiquement acceptés. La décoration, l'organisation des ponts, même la description des canots de sauvetage. Une enfant de 4 ans ne peut pas inventer ces choses. » Elle marqua une pause. « Il existe un chercheur à Paris, le professeur Jean-Baptiste Laurent. Il étudie ce qu'on appelle les mémoires spontanées d'enfants, des cas comme celui d'Emma. Je pense que vous devriez le contacter. » Juin 2020. Le confinement lié au Covid-19 venait de se terminer. La France reprenait doucement son souffle. Et dans cet appartement bordelais, une petite fille continuait de porter le poids d'une mémoire qui n'était pas la sienne. Le professeur Jean-Baptiste Laurent accepta de rencontrer Emma. Un homme de 55 ans, historien de formation, reconverti en chercheur sur les phénomènes de conscience inexpliqués. Il avait passé 20 ans à documenter des cas d'enfants avec des souvenirs de vies antérieures. « Madame Leroux, je dois vous prévenir, dit-il lors de leur première visioconférence. Ce que votre fille décrit n'est pas unique. J'ai étudié 42 cas similaires. Des enfants qui se souviennent d'événements historiques qu'ils n'ont jamais vécus. Le Titanic revient régulièrement dans ces témoignages. Vous voulez dire qu'il y a d'autres enfants qui croient avoir vécu sur le Titanic ? 7 cas documentés à travers le monde au cours des 50 dernières années. Tous des enfants entre 3 et 6 ans, tous avec des détails précis. Et dans plusieurs cas, nous avons pu identifier les personnes qu'ils prétendent avoir été. » Sophie sentit un frisson parcourir son dos. « Vous croyez à la réincarnation ?» Le professeur Laurent sourit tristement. « Je ne crois ni ne décrois. Je constate, je documente. J'essaye de confondre. La réincarnation est une explication possible. La mémoire génétique en est une autre. La conscience quantique, une troisième. Mais honnêtement, nous ne savons pas. La première rencontre entre Emma et le professeur Laurent eut lieu en juillet, dans l'appartement familial. Laurent apporta un dossier épais rempli de photographies d'époque, de plans du Titanic, de listes de passagers. « Emma, est-ce que tu reconnais certaines de ces images ?» Il étala une dizaine de photos noir et blanc sur la table du salon. Des intérieurs de navires différents, certains du Titanic, d'autres de paquebots contemporains. Emma se pencha sur les images. Son doigt survola les photos, hésitant, puis se s'arrêta sur l'une d'entre elles. Ça, c'était comme ça, ce grand escalier. Je me souviens d'être descendu là, en tenant la main de ma gouvernante. C'était le grand escalier de première classe du Titanic. Photo prise avant le voyage inaugural. Laurent continua le test. Il montra des photos de vêtements d'époque. « Est-ce que tu te souviens de ce que tu portais ?» Emma pointa une robe d'enfant blanche avec des dentelles et un large ruban. « Comme ça. Mais la mienne était bleue, bleu clair, avec des rubans blancs. » Le professeur Laurent nota tout. Puis il sortit quelque chose de son sac, un objet qu'il avait obtenu d'un collectionneur privé. Une petite poupée de porcelaine datant de 1912. « Emma, est-ce que tu as déjà vu quelque chose comme ça ?» Le visage de l'enfant s'illumina. « Oui, j'avais une poupée comme ça. Elle s'appelait... » Emma fronça les sourcils, cherchant dans sa mémoire. « Daisy. Je crois qu'elle s'appelait Daisy. Je l'avais avec moi sur le bateau, mais je l'ai perdue quand tout s'est passé. » Les larmes montèrent aux yeux d'Emma. Sophie voulut intervenir, mais Laurent lui fit signe d'attendre. « Emma, est-ce que tu te souviens pourquoi tu étais sur ce bateau ? On allait en Amérique. Papa disait qu'on allait avoir une nouvelle vie là-bas. Il parlait de New York, des grandes maisons. Maman n'était pas contente de partir. Elle pleurait beaucoup. » Laurent prenait des notes frénétiquement. « Tu te souviens de la date, du jour où tu es monté sur le bateau ?» Emma secoua la tête. « Non, mais il faisait froid, très froid. Et il y avait beaucoup de monde sur le quai. Des gens qui pleuraient, d'autres qui riaient. C'était bruyant. Ces détails correspondaient au témoignage historique, le 10 avril 1912 à Southampton, quand le Titanic avait quitté le port pour son voyage inaugural. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour voir partir le paquebot réputé insubmersible. Au cours des semaines suivantes, le professeur Laurent revint plusieurs fois. À chaque visite, Emma révélait de nouveaux détails. Certains vérifiables, d'autres impossibles à confirmer, trop personnels, trop intimes. Elle décrivait les repas en première classe, les 7 plats servis chaque soir, le saumon fumé, les huîtres, les viandes rôties, des menus que le professeur Laurent retrouvait dans les archives du Titanic, confirmant chaque détail. Elle parlait des autres enfants à bord.
particulièrement d'un petit garçon avec qui elle jouait sur le pont. Il avait un cercle, on le faisait rouler ensemble. Il riait tout le temps. Je ne me souviens pas de son nom. Laurent vérifia. Il y avait effectivement eu plusieurs enfants en première classe. Certains jouaient au cercle sur le pont promenade. C'était une activité courante pour les enfants de l'époque. Mais le plus troublant restait à venir. Un jour d'août, Emma dessina quelque chose, sans qu'on lui demande, sans contexte. Elle prit ses crayons de couleur et dessina un bateau. Mais pas un bateau comme les enfants les dessinent habituellement, pas une simple coque avec des voiles. Elle dessina le Titanic vu de profil, avec ses 4 cheminées, ses différents ponts, même l'inclinaison qu'avait pris le navire avant de couler. Sophie regarda le dessin pétrifiée. Comment une enfant de 4 ans pouvait-elle dessiner cela? Le professeur Laurent compara le dessin d'Emma au dessin historique du Titanic. Les proportions étaient approximatives, certes, c'était le dessin d'un enfant, mais les détails étaient là. Les 4 cheminées, les mâts, même la position des canaux de sauvetage. « C'est impossible », murmura Marc, qui jusqu'alors restait sceptique. Elle n'a jamais vu de plan du Titanic. On fait attention à ce qu'elle regarde. Pas de documentaire, pas de film sur le sujet. Je sais, répondit Laurent. C'est précisément ce qui rend ce cas extraordinaire. En septembre 2020, le professeur Laurent prit une décision audacieuse. Il allait essayer d'identifier qui Emma avait été si elle avait vraiment vécu sur le Titanic, si ses souvenirs correspondaient à une personne réelle. Alors peut-être pouvait-on le retrouver dans les archives. Il commença par établir un profil. Prénom probable, Rose. Âge au moment du naufrage, entre 4 et 6 ans. Classe, première classe, d'après les descriptions. Destination, Amérique, probablement New York. Accompagnée de sa mère, une gouvernante et peut-être son père. Possession, une poupée nommée Daisy, victime du naufrage, décédée dans l'eau glacée. Laurent plongea dans les archives. Les listes de passagers du Titanic, les registres des victimes, les témoignages des survivants. Il y avait eu 2224 personnes à bord. 1517 étaient mortes. Parmi elles, des dizaines d'enfants. La recherche prit des semaines. Laurent contacta des historiens spécialisés dans le Titanic, des généalogistes, des conservateurs de musées maritimes. Il cherchait une petite fille prénommée Rose, voyageant en première classe, morte lors du naufrage. Et puis, un matin d'août, il trouva quelque chose. Rose Amelia Beaumont, née le 3 mars 1906 à Londres. Âge au moment du naufrage, 6 ans. Voyageait en première classe avec sa mère, Helena Beaumont, et sa gouvernante, Miss Sarah Crawford. Le père Edward Beaumont devait les rejoindre plus tard à New York. Rose Amelia Beaumont figurait sur la liste des victimes. Elle n'avait jamais été retrouvée. Son corps avait disparu dans l'Atlantique Nord comme tant d'autres. Laurent tremblait en lisant le dossier. Il y avait une photo, une seule, prise quelques mois avant le voyage. Un portrait en noir et blanc d'une petite fille à cheveux clairs, aux yeux graves, vêtue d'une robe à volants. Il appela immédiatement Sophie. « J'ai trouvé quelque chose. Je pense que j'ai trouvé qui était Emma. » Le 15 octobre 2020, le professeur Laurent revint à Bordeaux avec un dossier complet sur Rose Amelia Beaumont. Des documents d'archives, des photos de famille, des articles de journaux de l'époque, même quelques lettres personnelles conservées par les descendants de la famille Beaumont. Sophie et Marc étaient nerveux. Emma, elle, jouait tranquillement dans sa chambre, inconsciente de l'importance de ce moment. « Avant de commencer, dit Laurent, je dois vous expliquer quelque chose. Ce que je vais vous montrer est perturbant. Si Emma est vraiment, si elle porte d'une manière ou d'une autre la mémoire de Rose Beaumont, alors ce que nous allons découvrir va bouleverser notre compréhension de la réalité. » Il sortit la photo de Rose. Voici Rose Amelia Beaumont, 6 ans en 1912. Fille de Lord Edward Beaumont et de Lady Helena Beaumont, famille aristocratique anglaise. Il voyageait en première classe, cabine B52 et B54. Rose était accompagnée de sa mère et de sa gouvernante, Miss Sarah Crawford. Sophie regarda la photo. Une petite fille victorienne, figée dans le temps. Elle ne ressemblait pas physiquement à Emma. Cheveux différents, très différents. Mais les yeux. « Ses yeux, » murmura Sophie. « Il y a quelque chose dans ses yeux. »« Je sais, » répondit Laurent. « J'ai eu la même impression. » Il continua à présenter les documents. La famille Beaumont était connue. Lord Edward était un homme d'affaires prospère, avec des intérêts en Amérique. Il avait décidé d'installer sa famille à New York pour développer ses activités. Helena, son épouse, n'était pas enthousiaste à l'idée de quitter l'Angleterre. Elle l'avait écrit dans plusieurs lettres à sa sœur. Emma a dit que sa mère pleurait beaucoup et n'était pas contente de partir, rappela Marc. C'est exactement ça. Laurent hocha la tête. Il y a plus. Selon les témoignages des survivants,
Helena Beaumont et sa fille ont été vues sur le pont lors de l'évacuation. Quelqu'un a essayé de les faire monter dans un canot de sauvetage, mais il n'y avait plus de place. Elles sont restées sur le navire. Le silence qui suivit était lourd. Emma avait décrit exactement cette scène. Un homme qui avait essayé de la mettre dans un canot, pas de place, resté sur le bateau qui coulait. Helena Beaumont a survécu. Elle a été retrouvée dans l'eau et sauvée par le Carpathia. Mais Rose n'a jamais été retrouvée. Elle a disparu dans l'océan. Sophie sentit les larmes monter. Mon Dieu, cette petite fille. Attendez, il y a autre chose. Laurent sortit une lettre, vieille, fragile, conservée précieusement dans une pochette plastique. C'est une lettre que Helena Beaumont a écrite à sa sœur 6 mois après le naufrage. Elle y décrit les derniers moments avec Rose. Je vais vous en lire un extrait. Il ajusta ses lunettes et commença. « Ma chère Elisabeth, je ne peux plus garder cela pour moi. Chaque nuit, je revois ces terribles moments. Rose portait sa robe bleue préférée, celle avec les rubans blancs. Elle tenait Daisy, sa poupée de porcelaine, contre elle. Quand le navire a commencé à pencher dangereusement, j'ai essayé de la protéger. Un homme, un officier je crois, a tenté de nous faire monter dans un canot de sauvetage, mais il n'y avait plus de place. Il m'a dit de rester calme, que d'autres canots arriveraient. Ils ne sont jamais venus. Rose tremblait de froid et de peur. Elle me demandait pourquoi l'orchestre continuait de jouer alors que nous allions mourir. Comment expliquer à une enfant de 6 ans qu'il n'y a pas de réponse à cette question? Quand nous sommes tombés à l'eau, j'ai essayé de la tenir, mais l'eau était si froide, si noire. Ses vêtements étaient lourds, trempés. J'ai senti sa main glisser de la mienne. Je l'ai cherchée, appelée, hurlée, mais la mer l'avait prise. Ma petite Rose a disparu dans l'obscurité glaciale de l'Atlantique, et je ne lui ai même pas dit au revoir. Le silence qui suivit était absolu. Sophie pleurait ouvertement. Marc avait les yeux rouges. Même Laurent, qui avait lu cette lettre plusieurs fois, semblait ému. La robe bleue avec des rubans blancs, la poupée Daisy, l'orchestre qui jouait, l'eau froide, les vêtements lourds, la main qui glisse. Emma a raconté tout ça, exactement comme cette lettre le décrit. Je sais. Mais comment? Comment c'est possible? Laurent secoua la tête. Je ne sais pas. Mais nous devons aller plus loin. Nous devons montrer ces documents à Emma, voir si elle reconnaît quelque chose, si elle peut nous donner des détails que seule Rose Beaumont pourrait connaître. Le lendemain, ils organisèrent une session avec Emma, pas comme un interrogatoire, plutôt comme un jeu. Le professeur Laurent étala des photos sur la table. « Emma, est-ce que tu reconnais quelqu'un sur ces photos ?» Il y avait plusieurs portraits, des femmes victoriennes. Certaines étaient des inconnues. L'une d'entre elles était Helena Beaumont, la mère de Rose. Emma regarda les photos longuement. Son doigt se posa sur le portrait d'Helena. « C'est elle, c'est ma maman, celle d'avant. » Sophie dut sortir de la pièce, submergée par l'émotion. Marc resta, mais il était pâle. « Tu es sûre, Emma ?»« Oui, elle était belle. Elle portait toujours de grands chapeaux, et elle sentait bon, comme les fleurs. » Laurent nota tout. Puis il montra d'autres photos, une de Miss Sarah Crawford, la gouvernante, et elle, Miss Sarah. Elle était gentille, elle ne lisait des histoires le soir, des histoires de princesses et de châteaux. Tout correspondait. Chaque photo qu'Emma identifiait était correcte. Chaque détail qu'elle donnait concordait avec les archives historiques. Puis il fit quelque chose de risqué. Il montra à Emma la photo de Rose Amélia Beaumont. « Et cette petite fille, tu la connais ?» Emma regarda la photo longuement. Son visage changea, quelque chose passa dans ses yeux, une reconnaissance, une tristesse profonde. « C'est moi, » dit-elle simplement. « C'était moi avant de mourir dans l'eau froide, avant de devenir Emma. » Elle toucha délicatement la photo avec son doigt. « Je me souviens de ce jour. Maman m'avait obligée à rester immobile longtemps pour la photo. J'avais envie de bouger, mais je ne pouvais pas. Le photographe disait de ne pas bouger. » Laurent sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Comment une enfant de 4 ans pouvait-elle savoir comment fonctionnaient les séances photos en 1911 ? L'obligation de rester parfaitement immobile pendant de longues minutes cause des temps d'exposition. Les semaines suivantes furent intenses. Le professeur Laurent continua ses recherches, contacta les descendants de la famille Beaumont. Il y avait une arrière-petite-nièce de Rose, une femme de 70 ans nommée Margaret Beaumont Clark, qui vivait dans le Sussex. Quand Laurent la contacta et lui expliqua la situation, sa première réaction fut le scepticisme, puis la curiosité.
Puis, après avoir vu les enregistrements des sessions avec Emma, quelque chose d'autre, de l'espoir peut-être, ou de la fascination. Ma grand-mère était la sœur de Helena Beaumont, expliqua Margaret au téléphone. Elle m'a raconté l'histoire de Rose toute ma vie. C'était le drame familial, la petite fille perdue dans le Titanic. On n'a jamais vraiment fait le deuil parce qu'il n'y avait pas de corps, pas de tombe, juste du vide. Elle marqua une pause. J'ai gardé quelques affaires de Rose, des objets que Helena avait conservés, une brosse à cheveux, un ruban, quelques jouets. Si cette petite fille, si Emma peut les reconnaître. En novembre 2020, Margaret Beaumont-Clark vint à Bordeaux. Elle apporta une petite valise contenant les derniers vestiges de Rose Amelia Beaumont, des objets qui avaient survécu au naufrage parce qu'ils n'étaient pas à bord, des choses laissées en Angleterre. La rencontre eut lieu dans l'appartement des Leroux. Emma ne savait pas qui était cette dame âgée. On lui avait juste dit qu'une gentille grand-mère venait lui rendre visite. Margaret ouvrit la valise avec des mains tremblantes. Elle sortit d'abord un livre d'histoire pour enfants, daté de 1910. Rose aimait ce livre, sa mère le lui lisait tous les soirs. Elle le tendit à Emma. L'enfant le prit, l'ouvrit, ses yeux s'écarquillèrent. « Je connais ces histoires, celle de la princesse et du dragon et celle du petit garçon qui plantait des haricots magiques. » C'étaient effectivement 2 histoires contenues dans le livre. Emma ne savait pas lire, elle ne pouvait pas avoir deviné. Margaret sortit ensuite un ruban bleu. Rose le portait dans ses cheveux. Emma touchait le ruban délicatement. Il était doux. J'aimais quand Miss Sarah le mettait dans mes cheveux. Ça tirait un peu, mais c'était joli. Les larmes coulaient maintenant sur le visage de Margaret. Mon Dieu, c'est vraiment elle. D'une manière ou d'une autre, c'est vraiment Rose. Le dernier objet que Margaret sortit de la valise était un petit carnet. Le journal intime d'Helena Beaumont. Des pages et des pages d'écriture fine et serrée, des pensées privées que personne n'avait jamais partagées avec personne. Il y a des choses dans ce journal que personne ne connaît. Des moments entre Helena et Rose, des conversations, des jeux, des secrets. Si Emma peut, si elle se souvient de ces choses. Laurent ouvrit le journal à une page marquée. Il lit silencieusement, puis regarda Emma. « Emma, est-ce que tu te souviens d'avoir joué à un jeu secret avec ta maman? Un jeu que vous ne faisiez que toutes les deux. » Emma réfléchit. On faisait semblant d'être des exploratrices. On cherchait des trésors dans la maison. Maman cachait des candies et je devais les trouver. Quand je trouvais, elle m'appelait ma petite aventurière. Laurent montra la page du journal à Margaret. Elle lut, puis porta sa main à sa bouche. C'est écrit là, mot pour mot. Helena décrit ce jeu. Elle appelle Rose ma petite aventurière. Comment peut-elle savoir ça? Il n'y avait plus de scepticisme dans la pièce, plus de doute, juste une acceptation stupéfaite de l'impossible. Emma portait en elle la mémoire de Rose Amelia Beaumont, une petite fille morte dans l'Atlantique Nord il y a plus d'1 siècle. Une enfant dont le corps n'avait jamais été retrouvé, dont l'existence s'était terminée dans l'eau glacée et l'obscurité. Et maintenant, d'une manière que personne ne pouvait expliquer, elle était revenue. Décembre 2020. 6 mois après les premières révélations d'Emma, la famille Leroux avait accepté l'inexplicable. Leur fille était à la fois Emma, enfant de 4 ans née à Bordeaux, et Rose, petite fille disparue dans le naufrage du Titanic. Le professeur Laurent avait documenté 53 heures d'entretien, des centaines de pages de notes, des dizaines de corrélations entre les souvenirs d'Emma et la vie documentée de Rose Beaumont. Le taux de correspondance était stupéfiant, 94%. Margaret Beaumont-Clark était devenue une visiteuse régulière. Elle apportait des photos, des lettres, des objets de famille. À chaque visite, Emma reconnaissait quelque chose, un bijou qu'Helena portait, un tableau qui ornait le salon familial à Londres, une chanson que Miss Sarah fredonnait. « C'est extraordinaire », disait Margaret. « Pendant 70 ans, j'ai entendu parler de Rose comme d'un fantôme familial, une tragédie du passé. Et maintenant, elle est là, elle est revenue. » Mais le phénomène commençait à s'estomper, comme le professeur Laurent l'avait prédit. Les souvenirs de Rose devenaient plus flous, plus espacés. Emma parlait moins du Titanic, les cauchemars se faisaient plus rares. « C'est le processus naturel », expliquait Laurent à Sophie. « Le cerveau d'Emma se développe, sa propre vie prend de plus en plus de place. Les souvenirs de Rose, ils sont comme une empreinte qui s'efface progressivement. » Un soir de janvier 2021, Emma fit un dernier cauchemar intense. Sophie la trouva assise dans son lit, les yeux perdus dans le vide. « Maman, j'ai vu la fin. »« La fin de quoi, ma chérie ?»« La fin de Rose. J'ai tout revu, comme un film. »
Sophie s'assit à côté d'elle. « Tu veux m'en parler ?» Emma hocha la tête. Le bateau penchait beaucoup. Les gens criaient, l'orchestre jouait toujours. C'était du violon, une musique triste et belle. Maman me tenait la main très fort. Elle pleurait, mais elle essayait de sourire pour moi. La voix d'Emma était calme maintenant. Pas paniquée comme lors des cauchemars précédents, plutôt apaisée, comme si elle racontait quelque chose d'important, de nécessaire. Quand on est tombé à l'eau, j'ai eu tellement froid. C'était comme des milliers d'aiguilles sur ma peau. Je ne pouvais plus respirer. Ma robe était lourde, elle me tirait vers le bas. Sophie la serra contre elle. J'ai cherché maman dans l'eau noire. Je voyais plein de gens qui nageaient, qui criaient. Il y avait des lumières qui s'éteignaient. Le bateau disparaissait. Emma leva ses yeux vers sa mère. Et puis, c'est devenu calme. L'eau froide ne faisait plus mal. Je ne sentais plus mon corps. C'était comme flotter, comme voler. Et il y avait une lumière douce et chaude. Elle marqua une pause. Je crois que c'est là que Rose est morte, dans cette lumière. Et longtemps après, très longtemps après, je suis devenue Emma. Sophie pleurait silencieusement. Comment parler de la mort à une enfant de 4 ans? Comment expliquer ce qu'elle venait de décrire, cette expérience de mort imminente, ce passage entre 2 existences? « Tu as peur ?» demanda Sophie. Emma secoua la tête. « Non, parce que maintenant je sais, mourir, ce n'est pas la fin. C'est juste changer, devenir quelqu'un d'autre, quelque part d'autre. » Les mois suivants, Emma parlait moins de Rose. En février, elle mentionna le Titanic 1 ou 2 fois. En mars, plus du tout. C'était comme si cette partie d'elle-même s'endormait, retournait dans les profondeurs de sa conscience. Le professeur Laurent fit une dernière série de tests en avril 2021. Emma ne reconnaissait plus les photos avec certitude. Les détails qu'elle donnait étaient vagues, imprécis. La mémoire s'effachait. « C'est normal ?» demanda Sophie, étrannement si triste de voir disparaître Rose. « Oui, Emma a besoin d'être juste Emma, sans le poids d'une existence antérieure. C'est plus sain pour son développement. Mais tout ce qu'elle nous a appris, tout ce qu'elle nous a montré sur la vie, la mort, la conscience, cela reste dans nos mémoires à nous, dans la documentation, dans la compréhension que nous avons acquise. » En mai 2021, Margaret Beaumont-Clark rendit une dernière visite à Emma. Elle apporta en cadeau une petite diptée de porcelaine. Pas celle de Rose, celle-ci avait coulé avec le Titanic, mais une poupée similaire de la même époque. « Pour toi, Emma, en souvenir de Rose. » Emma prit la poupée doucement. « Elle est belle, je vais l'appeler Daisy. » Margaret sourit à travers ses larmes. « C'est un joli nom. C'était le nom de ma poupée, celle que j'ai perdue. » C'était l'une des dernières fois qu'Emma parla de Rose au présent. Après cette visite, le passé devint vraiment le passé. Décembre 2024. Emma a maintenant 8 ans. Elle est en CE2. Elle aime dessiner, jouer avec ses amis et elle déteste les épinards. Une enfant normale, avec une vie normale. Elle ne parle presque plus jamais de Rose. Quand on lui demande, elle se souvient vaguement. « C'était comme un long rêve, dit-elle. Je me rappelle des images, des sensations, mais c'est flou maintenant, comme quelque chose qui est arrivé à quelqu'un d'autre. » Mais il y a des moments où quelque chose dans ses yeux change. Une mélancolie soudaine quand elle voit la mer, un frisson inexplicable quand elle entend du violon, une fascination pour les bateaux qu'elle ne peut pas vraiment expliquer. Marguerite Beaumont garde précieusement tous les enregistrements, toutes les notes, tous les témoignages de cette période extraordinaire. Le professeur Laurent a publié une étude complète sur le cas d'Emma. Le cas Emma-L, correspondance vérifiable entre les souvenirs spontanés d'une enfant et la vie documentée d'une victime du Titanic. Le papier a fait sensation dans la communauté scientifique internationale. Certains l'ont acclamé comme une preuve de la continuité de la conscience au-delà de la mort. D'autres ont cherché des explications alternatives. Mémoire génétique, informations acquises inconsciemment, coïncidence extraordinaire. Mais personne n'a pu expliquer comment Emma connaissait les détails intimes contenus dans le journal privé de Helena Beaumont. Ce journal qui n'avait jamais été publié, jamais été partagé, jamais été accessible au public. Marguerite Beaumont-Clark, maintenant âgée de 74 ans, a créé une fondation en mémoire de Rose. La fondation Rose Amélia soutient la recherche sur la conscience, la mémoire et les phénomènes inexpliqués chez les enfants. Rose est morte il y a 112 ans, dit-elle lors de l'inauguration de la fondation. Son corps n'a jamais été retrouvé. Pendant un siècle, notre famille a porté ce deuil incomplet. Et puis,
Elle est revenue, d'une manière que nous ne comprenons pas, d'une manière qui défie toute logique. Mais elle est revenue. Elle nous a parlé. Elle nous a montré que peut-être, la mort n'est pas la fin. Le professeur Laurent, maintenant retraité, continue de documenter des cas similaires. Il a recensé 79 cas d'enfants avec des souvenirs de vies antérieures à travers le monde. Mais le cas d'Emma reste le plus documenté, le plus vérifiable, le plus extraordinaire. Ce que Emma nous a enseigné, écrit-il dans la conclusion de son livre, ce n'est pas nécessairement que la réincarnation existe, c'est que la conscience humaine est infiniment plus mystérieuse que ce que nous pensions, qu'il existe des ponts entre le passé et le présent que nous ne comprenons pas encore, que la mémoire, peut-être, ne se limite pas aux frontières d'une seule existence. Il conclut « Emma D. a été pendant quelques années le pont entre deux vies, entre Rose Amélia Beaumont morte dans l'Atlantique Nord en 1912 et Emma Leroux née à Bordeaux en 2016. Ce pont s'est effacé comme il devait le faire, mais pendant qu'il existait, il nous a offert un aperçu sur quelque chose de plus grand, quelque chose qui suggère que chaque conscience laisse peut-être une trace dans le tissu même de l'existence. Aujourd'hui, Emma ne lit pas ses recherches, elle ne s'intéresse pas particulièrement à son propre cas. Pour elle, c'est du passé, un passé qu'elle a presque oublié. Mais Sophie se souvient, Marc se souvient, Marguerite se souvient, et tous ceux qui ont été témoins de ce phénomène extraordinaire se souviennent. Un soir, alors qu'Emma se préparait pour dormir, elle demanda à sa mère « Maman, c'était vrai ? Rose était vraiment réelle ?» Sophie caressa les cheveux de sa fille. « Oui, ma chérie, Rose était réelle. Elle a vécu, elle a eu peur, elle est morte et, d'une manière que nous ne comprenons pas, elle t'a trouvé, elle t'a choisi pour raconter son histoire. Pourquoi moi ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas de raison. Peut-être que c'est juste ce qui arrive parfois. Des âmes qui se croisent à travers le temps. » Emma réfléchit un moment. « Je suis contente qu'elle m'ait trouvé. Comme ça, les gens n'oublient pas Rose. Ils n'oublient pas tous ces gens qui sont morts sur le grand bateau. Non, mon cœur, grâce à toi, on ne l'oubliera jamais. » Emma sourit et ferma les yeux. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle ne fit pas de cauchemar sur l'eau froide. Elle rêva de lumière chaude, de voix douce et d'une petite fille aux cheveux clairs qui lui souriait de loin, tenant une poupée de porcelaine nommée Daisy. Quelque part dans l'espace entre le passé et le présent, entre la mémoire et l'oubli, Rose Amélia Beaumont pouvait enfin reposer en paix. Son histoire avait été racontée, elle n'était plus oubliée, et grâce à une petite fille de 4 ans nommée Emma, le monde savait maintenant que certaines mémoires traversent le temps, que certaines voix refusent d'être silencieuses, et que peut-être, la conscience humaine est bien plus mystérieuse que tout ce que nous pouvons imaginer. L'histoire de Rose, l'histoire d'Emma, l'histoire de ce qui arrive quand deux âmes se rencontrent à travers les siècles. Une histoire qui pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Mais parfois les questions sont plus importantes que les réponses, parce qu'elles nous poussent à chercher, à comprendre, à accepter que le mystère fait partie intégrante de l'existence humaine. Emma grandit, Rose dort, mais leur histoire commune reste. Témoignage extraordinaire de quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Preuve peut-être que la mort n'est qu'un passage et que certaines mémoires sont trop importantes pour être effacées. Même par l'océan, même par le temps, même par l'oubli.